Bonjour, bonjour tout le monde. Peu nombreux avec nous, mais c'est votre présence qui compte. Merci beaucoup d'être là. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui sont à distance, mais qui sont loin des yeux, mais en tout cas près du cœur. J'en suis sûre. Ce que Henri ne vous a pas dit, c'est que en fait, le BCHM a contribué à la personne que je suis aujourd'hui, et tout particulièrement à la professeure chercheur que je suis aujourd'hui, puisque j'ai commencé il y a longtemps, du temps de Paul Desjean justement, lorsque le centenaire arrivait, était le bébé naissant du BCHM. Voilà. Alors j'aimerais remercier Ruth Pierre-Paul de nous avoir invités, Paul et moi, à partager ces réflexions avec vous. Bon, c'est un sujet, Ruth l'a dit tout à l'heure, c'est un sujet qui est lourd, c'est un sujet qui est délicat. Alors, voilà, à partir de ce moment, la reconnaissance territoriale des premiers peuples est faite. Je vais commencer, je vais retourner en arrière. Le sommaire de la présentation. Vous voyez qu'il y a beaucoup de points. On a beaucoup travaillé, Paul et moi, pour vous. Salutations, remerciements, des pensées inspirantes. Nous aimons bien commencer nos présentations avec des pensées inspirantes. Le contexte de la présentation, clarification des mots outils. Les mots sont des outils qui nous permettent de penser, qui nous permettent d'échanger. Par contre, il faut les clarifier. La métaphore de l'iceberg. Hein, vous avez vu dans le titre, on parle de iceberg. Mais pourquoi avoir choisi l'iceberg comme métaphore pour parler du racisme? Ensuite, on va entrer, donc on va plonger littéralement dans le solide si je peux le dire ainsi, de l'iceberg du racisme. Ensuite, on va parler des impacts du racisme sur nos identités, nos altérités et nos citoyennetés, pour terminer par voir aussi les luttes qui se font contre le racisme de tout temps, mais il faut continuer et puis voir aussi comment poursuivre, quoi. Nous avons du travail à faire et vous allez voir que Paul et moi, nous nous donnons collectivement des devoirs à faire. Des pensées inspirantes, vous la connaissez sûrement. C'est une femme que j'aime beaucoup. Vous connaissez ses travaux, ses luttes contre le racisme. Alors, Christiane Taubira nous dit « Combattre le racisme partout, l'antisémitisme sans répit, la xénophobie, sans complaisance, rien d'humain ne nous est étranger. » Et comme je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis sexiste, je suis féministe, mais pas sexiste. Alors, un homme maintenant, que j'apprécie beaucoup également, j'aime beaucoup ses écrits. Il s'agit de Patrick Chamoiseau, auteur martiniquais. Alors, que nous dit Chamoiseau ? Je te parlerai des trois dominations, la brutale, la silencieuse et la furtive. Toute domination, la silencieuse plus encore, germe et se développe à l'intérieur même de ce que l'on est. Qu'insidieuse, elle neutralise les expressions les plus intimes des peuples dominés. Alors voilà pour débuter en citation avec des personnes inspirantes, parmi nos nombreuses personnes inspirantes. Le contexte de la présentation, je vous présente donc un contexte triple. D'abord, au centre, tout en rouge, nous faisons cette conférence, bien sûr, dans le cadre du 50e anniversaire du BCHM 1972. Ensuite, nous sommes toujours en février, c'est le mois le plus court et c'est aussi le mois de l'histoire des Noirs. Je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux, mais on veut prolonger ça justement. Et bien sûr, en troisième lieu, plus globalement encore, nous sommes encore en 2022 dans la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Alors ici, dès sa naissance,
Ruth vous en a parlé tout à l'heure, dès sa naissance, il y a 50 ans, le BCHM, qui était à ce moment-là le BCCHM, s'est voué aux luttes sociales, raciales, pour le respect des droits des personnes de la communauté haïtienne. Alors, défense des immigrants, contre la déportation des immigrants, déjà, dès sa naissance en 72. Lutte contre le racisme dans l'industrie du taxi, en 74. Le combat contre l'ostracisme en raison du sida. Les Haïtiens, nous avons été ostracisés dans les années 80. Pour poursuivre sans relâche des projets d'alphabétisation des adultes, d'éducation des jeunes, l'utilisation des médias pour l'intégration, pour favoriser l'intégration. Et son fondateur, donc Paul Desjean, a été reconnu par le gouvernement du Québec en 1985. Et vous voyez ici des photos justement des manifestations que faisaient les chauffeurs de taxi à ce moment-là. Et je pense que leur quartier général était le BCHM. Je ne dis plus le mois de l'histoire des Noirs, d'accord? On se met d'accord? On ne dit plus, on ne parle plus du mois de l'histoire des Noirs, on va parler du temps de l'histoire des Noirs. Parce que l'histoire n'est pas un passé terminé. Le sens de l'histoire façonne le présent. Le poids de l'histoire se fait toujours sentir. L'histoire des mémoires est toujours assistante. L'histoire, en fait, ce sont des mémoires toujours agissantes. L'histoire des Noirs ne débute pas avec l'esclavage, elle va bien au-delà, avant cela. L'histoire des Noirs en tout temps, pour mieux connaître le passé, mieux comprendre le présent et pour mieux préparer l'avenir des communautés noires à travers la planète. Et parlant des communautés noires à travers la planète, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes en 2022, nous nous approchons de la fin, malheureusement, dans la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. C'est une résolution qui a été votée en 2013 par l'ONU. Et donc, dans sa résolution, que nous dit l'ONU, entre autres, les individus d'ascendance africaine sont, dans le monde entier, parmi les groupes les plus pauvres et les plus marginalisés de la population, que ce soit comme descendants de victimes de la traite transatlantique des esclaves ou comme migrants plus récents. Alors, ne vous en faites pas, lorsque dans les discours, on remet en question l'existence même du racisme, lorsqu'on se fait traiter de victime parce qu'on parle du racisme, parce qu'on ose parler du racisme, ne vous en faites pas. Voilà, il y a des échos partout sur la planète de la situation que vivent les personnes d'ascendance africaine. Alors voilà, je vais passer la parole à Paul maintenant. Bonjour tout le monde, très heureux d'être ici avec vous. Je vais vous parler un petit peu du contexte, pourquoi parler de la race. Évidemment, on ne veut pas. L'État a déjà dit officiellement, on n'a pas trop envie d'en parler. C'est très difficile, mais quand même, on voit qu'il y a des plateformes racialisées depuis le début de l'histoire. Et donc, je pense, au moins quand on parle avec les étudiants, c'est important. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle c'est difficile d'en parler, parce que souvent, les gens vont se lancer dans une espèce de culpabilité et de honte comme objectif. Et ce n'est pas ça l'objectif du tout. L'objectif, c'est la justice sociale, c'est la meilleure société. Donc, le vivre ensemble et la solidarité sociale, on peut tous et toutes s'engager. Alors, ça semble être drôle de le dire, c'est normal, mais on a eu tellement de problèmes dans toutes les sociétés au niveau des relations ou des questions raciales. Ça, c'était fait dans un autre ordinateur, alors ça semble être très beau, ce n'était pas ça l'intention ici. Bon, ben, c'est pour illustrer un petit peu la complexité de la formation identitaire. Évidemment, on est tous et toutes construits de beaucoup de choses, classe sociale, origine linguistique, ethnie, culture, question d'immigration, orientation sexuelle. Ce qu'on trouve en général, c'est que
la question raciale ici devient prépondérante dans beaucoup de questions qui nous touchent. Par exemple, les immigrants, en général, on n'est pas trop soucieux après un certain temps des immigrants de race blanche. Ça s'efface avec un certain temps. Donc, c'est quoi les évidences des races et racisme historiquement et maintenant? Si on pense que la réponse est non, donc la présentation est finie et caduque, mais on va poursuivre. On pense que la réponse est oui. Alors, s'il y a du racisme, c'est pourquoi, les motifs, les justifications, et comment ça se manifeste, les dynamiques, les manifestations, les types, les dimensions. On va vous parler de l'iceberg du racisme, à quel point, le degré de gravité, et c'est qui les victimes. S'il y a du racisme, qui est victimisé et comment on participe, la société. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est ça l'idée, l'éducation antiraciste ou n'importe quelle manifestation. Voilà, les principes de départ. Et dans notre société, surtout au Canada, mais à travers le monde entier, on a adopté une espèce d'idéologie d'aveuglement aux couleurs. On ne voit pas les couleurs. Ça semble être insultant et heurtant. Pourtant, on a des communautés autochtones et les gens savent depuis 500 ans où sont-ils, qu'est-ce qu'ils font. On n'est pas vraiment aveuglé aux couleurs. C'est un souhait, c'est une fantaisie, c'est un rêve. Mais si on était vraiment aveuglé, on aurait eu au moins 20 premiers ministres autochtones ou de race noire ou d'autres. C'est pas nécessairement... je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait voir les pires parties de la société, mais souvent on a en éducation surtout cette idée-là qu'on ne voit pas les couleurs, et ça se manifeste partout, on va vous en parler. Donc, il y a une nuance, une différence entre l'existence du racisme qui n'est pas documentée. Par exemple, au Québec, en général, on ne collecte pas de données. On ne peut pas vous dire le niveau de décrochage parmi les jeunes de race noire vis-à-vis les jeunes de race blanche. Est-ce qu'on devrait le faire? Est-ce qu'on soupçonne qu'il y a un problème? Ça existe ailleurs, mais c'est toujours problématique de chercher des données. Donc, il y a une question entre l'existence du racisme qui ne figure pas dans les discours de recherche et qui est passée sous silence. Le fait qu'on ne documente pas le problème ne veut pas dire que le problème n'existe pas. Donc, le refus des concepts de race et de racisme, le refus des questions qui y sont relatives, de même que l'absence de données, indique-t-il que le problème racial n'existe pas? Dans la francophonie en général, on parle moins du racisme et de la race. Juste par exemple, un exemple, il y a moins de colloques, moins de revues scientifiques, moins de politique et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire que c'est le même problème, sauf que c'est abordé. Et si on parlait en espagnol ou en anglais ou dans d'autres langues, il y a des traditions différentes. Alors, il ne peut y avoir des racismes sans race. Donc, comment on comprend les notions de race et racisme? Encore une fois, il y avait une disconnexion entre le MAC, mais la construction sociale de la race, je ne sais pas quelle race je suis à la maison. Quand je sors, je vais comprendre tout de suite. Sinon, il n'y aurait pas de profilage racial, la police et ainsi de suite. On peut voir dans les médias, évidemment, on peut voir dans les sports, on peut voir en éducation, dans les affaires, dans tous les domaines et dans les relations avec les communautés aussi. Donc, les mots sont importants et puis on voit comment peut-on en parler de manière authentique, sans heurter, sans se questionner. Et puis, on a toute une tradition dans les bio, psycho, socio-épistémologie de parler de l'autre ou de ne pas inclure ou d'omettre. Souvent, on voit dans les médias, on est en train d'omettre l'inclusion. Il y a le biais inconscient et on voit ça souvent. Souvent, quand on fait de l'antiracisme, un bon endroit pour commencer, c'est avec les femmes. On comprend très bien
jusqu'aux années 70, globalement, que les femmes n'avaient pas beaucoup d'accès aux postes de leadership. Est-ce que c'est parce qu'elles n'étaient pas capables? Mais il y avait beaucoup de politiques d'action affirmative, d'équité dans le matière d'emploi, beaucoup de programmes de fonds et de sensibilisation. Donc, il y a des stéréotypes, des préjugés, des savoirs et ainsi de suite. Enfin, on arrive au point, pour comprendre le racisme, si on voulait mettre fin au sexisme, qu'est-ce qu'on devrait faire? Parler aux femmes, donner des fonds aux femmes, créer des foyers pour les femmes, avoir des conseils pour les femmes, formation? C'est intéressant, mais le problème du sexisme, c'est globalement les hommes. Il faut aborder... Donc, pour le racisme, on a très longtemps créé une pathologie dysfonctionnelle de l'autre. Famille dysfonctionnelle, disons, entre guillemets, de race noire. Donc, je pense qu'il faudrait revoir c'est quoi le rôle des Blancs. Et on comprend que les identités racialisées sont métissées, il y en a beaucoup. Mais la blanchitude parle de la suprématie, le pouvoir et le privilège de la race blanche. Et on était tous infectés par ça. Même si on est né en Haïti ou en Tanzanie ou en Chine, on était tous baignés là-dedans. Et puis, c'est des conventions culturelles. La littérature, l'art, les dispositifs du savoir, les formules langagières. Le blanc symbolise la beauté. C'est pour ça qu'il y a des crèmes blanchissantes. Et puis, dans les films de Disney, c'est toujours ça. Et puis, la pureté. Le noir symbolise le contraire. Le mot métissage, dans toutes les langues, c'est presque une cruauté, une vulgarité. Donc, il y a une longue, violente histoire du groupe haineux. Le nombre de groupes haineux au Canada, au Québec, aux États-Unis, en Europe, c'est incroyable. Et on pense que ce sont des gens très extrêmes, mais ils sont intégrés aussi. On a pu le voir sur un signe dans ce qui se passait à Ottawa le soir. L'esclavage, le colonialisme, le néocolonialisme, le sexisme, l'homme blanc était considéré comme étant intrinsèquement moral et éclairé. C'est ça le fondement de tout ça. Le colonialisme, colonisation de l'esprit à travers la dégradation humaine perpétrée par les Blancs, le pouvoir, les privilèges de la race blanche exemplifiés par les politiques en immigration et ailleurs. Et l'histoire de l'immigration au Canada, c'est bourré d'exemples. Donc, le rejet de la notion de la race blanche par un bon nombre de Blancs. J'ai fait quelques projets de livres avec un collègue, Darren Lund, qui est décédé récemment, mais qui a fait une belle contribution en ce qui concerne la justice sociale et l'éducation sur la blanchitude au Canada. Quand on a fait des émissions radiophoniques, pas trop de monde, mais beaucoup de monde de race blanche ont rejeté la notion. J'ai des problèmes moi aussi. C'est vrai, tout le monde a des problèmes. Mais c'est-à-dire que dans mon très humble expérience, je n'ai pas encore rencontré une personne qui n'était pas de race blanche qui m'a dit de manière sincère que le racisme n'existe pas. Donc, il y a ces expériences vécues qui sont centrales. La notion répandue de la méritocratie. On a eu le poste parce qu'on l'a mérité. Jusqu'aux années 70, il n'y avait pas de femmes dans des positions de pouvoir. Et quand on a eu toutes ces mesures pour promouvoir les femmes de couleur, entre guillemets, racialisées, n'ont pas été incluses. C'est pour ça qu'il y avait une division dans le mouvement féministe au Canada aux années 70. Il y a le sous-rendement académique de certains groupes, ainsi que la surreprésentation de certains groupes en éducation, en prison, au chômage, dans les médias. Évidemment, on le sait, et on peut trouver des données, des études empiriques, mais on n'en parle pas beaucoup. On essaie d'effacer ces questions-là. L'interaction sociale, les clubs privés, les élites. Très récemment, il y avait des clubs de golf privés qui excluaient des gens d'origine juive, des Noirs, ainsi de suite. Et les relations interraciales étaient tabous en général, jusqu'à très récemment. Jusqu'en 1967, aux États-Unis, 20 États
ont rendu ça illégal. Donc, les gens peuvent continuer de vivre, mais il y a une architecture derrière ça. Notre métaphore de l'iceberg, c'est que ici, ça c'est la partie visible, ça c'est des relations, des interactions. Et c'est de plus en plus rare que quelqu'un va confronter quelqu'un d'autre avec un énoncé raciste, une formule raciste. C'est possible. Mais la plupart de ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, c'est là l'aspect culturel, philosophique, des valeurs, le pouvoir, les institutions, l'aspect systémique. C'est clair que si le cas de Joyce Echaquan, très malheureusement, qui était enregistré par elle-même, il y a tellement de couches de racisme. Il y avait l'aspect frontal, direct, formel, mais derrière ça, il y avait des institutions qui ont soit toléré ou accepté ou cultivé. Donc, on va vous exposer maintenant un modèle de l'iceberg de racisme qui parle de ces niveaux-là, ces strates. Il y a un décalage avec... mais on va le voir ici. Mais Gina va poursuivre, mais on voit ici que le racisme individuel, c'est moins prédominant, mais les questions de racisme institutionnel, sociétal, civilisationnel et potentiel, si je vois, sont aussi des facteurs pour décrire le racisme. Je vais le passer, Gina. Merci, merci Paul. Oh, j'espère que tu peux me donner. J'espère qu'on va pouvoir voir les belles diapositives que nous avons élaborées pour vous. Celle-là semble. Alors, comme le disait Paul, c'est très pratique donc d'utiliser une métaphore parce que lorsqu'on parle d'un phénomène qui est tellement global, qui est tellement complexe aussi, qu'il y a tellement de dimensions, on a l'impression qu'on ne sait plus par où commencer pour en parler. Et donc, on a l'impression que tout se vaut, que tout se passe au même niveau. Par exemple, le meurtre en direct de George Floyd, il y a près de 2 ans. Maintenant, est-ce que c'est du même niveau que, par exemple, refuser un poste à quelqu'un? Est-ce que c'est du même niveau que un enseignant, une enseignante qui a toujours des attentes très basses envers ses élèves noirs, etc. Vous voyez, donc ce n'est pas du même niveau. Alors, lorsqu'on aborde l'étude d'un phénomène complexe, il faut finalement modéliser. Et la métaphore de l'iceberg nous permet justement de modéliser le racisme, comme on le sait, qui est systémique. Est-ce que ça va pour le prochain? Tu peux mettre en... Désolée, on fait un ajustement de... Alors voilà, nous avons divisé donc cet iceberg en 5 différentes strates. La première strate, c'est la partie émergée de l'iceberg, hein, la partie visible. La partie visible, celle qu'on admire, on admire ce volume intéressant, etc., qui flotte, etc. Cette partie visible, on l'a appelée donc le racisme individuel, interpersonnel, personnel. Pourquoi ça se passe le plus souvent entre 2 personnes? Alors ici, on a pris naturellement le meurtre de George Floyd il y a près de 2 ans nous a tellement choqués
en fait, que je pense que c'est devenu finalement, il y a un avant George Floyd et un après George Floyd, et donc ça devient finalement un moment tragique, mais un moment qui est devenu emblématique justement du racisme interindividuel ouvert. Par contre, on va parler aussi ouvert, mais comme disait Paul tout à l'heure, lorsque c'est ouvert, il y a plusieurs couches qui sont là. Comment se fait-il que durant 8,46 secondes, ce policier se soit cru tout à fait légitimé, d'étouffer jusqu'à la mort George Floyd. Donc ce n'est pas seulement une relation entre lui et George Floyd, il a derrière lui toute sa société, d'accord, qui lui a octroyé ce sentiment de puissance couvert. On parle beaucoup de profilage racial. Et donc, on peut dire que le profilage racial, c'est aussi un racisme direct. Un racisme direct, individuel, entre deux personnes. Le policier nous arrête, etc. Sauf que ce policier, il ne va pas nous dire qu'il nous a arrêtés parce qu'on est noir. Il va nous dire que vous avez roulé trop vite, ou bien c'est suspect, est-ce que la voiture est bien à vous, est-ce que votre permis est à jour. Non, on connaît ça. Donc, en ce sens-là, c'est en même temps direct, mais c'est couvert. Parce que la personne cherche finalement un subterfuge pour quand même donner sa contravention ou bien arrêter, etc. Je pense que personne pouvait être vraiment surpris qu'un policier avait tué un homme de race noire. Mais c'était le fait que c'était diffusé, c'était tellement vulgaire avec la complicité de ces co-policiers ou d'autres policiers. On ne collecte pas vraiment des données au Canada comme tel. Il y a le profilage racial, on sait, mais au Brésil, dans tous les pays. Mais ça a mobilisé, ça a déclenché quelque chose, mais en même temps, je pense que le fondement était tellement visible et présent. Et les relations policières connotées, c'est une dimension. Avant d'arriver là, l'éducation, le système judiciaire et d'autres, voilà. Mais c'était assez intéressant que le mort de George Floyd ait eu une résonance au Japon, en Corée, en Inde, dans beaucoup de pays. On pense qu'il n'y a pas des personnes de race noire. Ce n'était pas une affaire juste noir et blanc, mais c'était une affaire des minorités racialisées dans tous ces pays. Bon. Alors, je vais poursuivre. Malheureusement, les diapos se sont un petit peu amusés dans le changement dans le transfert des données, on dirait. Mais je vais continuer quand même avec l'iceberg du racisme. Alors, donc, nous sommes toujours dans la partie émergée de l'iceberg, d'accord? Donc la partie visible, la partie, ce qu'on a associé au racisme direct. Ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus on dit « Ah non, il n'y a pas de racisme systémique, le racisme systémique n'existe pas ». Sauf que ce racisme direct, qu'il soit couvert, qu'il soit ouvert, on s'en rend compte si nous ici et les autres qui sont avec nous à distance, si nous faisions une sorte de répertoire de ce que nous avons vécu, des expériences que nous avons vécues, ou bien un répertoire des expériences vécues par d'autres, mais dont nous avons été témoins, eh bien nous pourrions trouver finalement des exemples de racisme couvert, ouvert, mais en tout cas direct, dans tous les systèmes de nos vies. Et quand je parle du système de nos vies, je parle de l'éducation, la santé, les services sociaux, les sports, les arts, les médias, l'économie, les banques, etc., etc. Vous êtes d'accord, non? Alors, couvert ou ouvert, on a bien raison de dire que le racisme est systémique puisqu'il est vécu dans tous les systèmes de vie. Alors ici, allô? Oui.
Alors, si on peut voir, ici, Paul et moi, nous avons l'habitude de remplir nos diapositives. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de textes. Alors, je sais que ça ne se fait pas sur PowerPoint, d'accord, il faut en mettre le plus possible, le moins de mots. Mais nous, on se dit, mais cette présentation, après, Ruth va sûrement nous demander si on peut la poster sur le site du BCHM, non? Et puis j'imagine que vous aurez envie d'aller revoir cette présentation, ou bien d'autres personnes qui ne sont pas avec nous aujourd'hui auront envie d'aller voir la présentation. Mais imaginez-vous une présentation avec 2-3 mots clairsemés comme ça qui perdent de leur sens, quoi, si ce n'est pas inscrit dans une phrase ou avec plus de mots. Alors nous nous excusons auprès des minimalistes qui aiment leur PowerPoint bien dégagé, mais nous sommes des maximalistes. Et donc, nous avons des PowerPoint assez chargés, mais nous pensons que c'est très utile pour la suite. Vous pourrez y retourner. Alors, ici, les interactions dans le couvert, le racisme interindividuel, couvert, les interactions sont là, elles sont implicites. Ce sont des rapports à l'autre indirects. Autant ici, c'est direct, c'est brutal. Le meurtre, bien sûr, la brutalité policière, les agressions, le bullying, l'humiliation, les injures, etc. Tout cela, c'est ouvert. Couvert, ici, c'est subtil, c'est quand même là. Parce que ici, c'est le conscient. Ça va ici dans la partie émergée du racisme. Profilage racial, comme je le disais tout à l'heure. Les échanges verbaux, vous savez, intrusifs. Hein, on vous pose des questions. Mais d'où vous venez, etc. Oui, je viens de Montréal. Oui, mais encore. Et dans le temps. Vous voyez ce genre de questions. Remise en question de votre appartenance alors. L'humour dans les relations interpersonnelles. Vous voyez, hein? Des compliments, mais qui sont paradoxaux. Moi, je me suis déjà fait traiter de biscuit Oreo. Vous connaissez les biscuits Oreo, ce biscuit au chocolat avec la crème, une crème sucrée blanche entre les deux biscuits. Je me suis déjà fait traiter par un député. Ah oui, mais toi, tu es un biscuit Oreo. Et le type, il était persuadé qu'il me faisait un compliment. C'est ça qui est bizarre. Donc, les compliments paradoxaux, les interdictions, les suspicions, le refus, les excuses, les malaises lorsqu'on arrive dans un lieu, les stéréotypes négatifs. Hein, on considérait les Noirs comme des personnes, maintenant que nous sommes considérés comme des humains à part entière, mais de classe, etc., sans classe. Lors des déplacements, hein, tous les problèmes qu'on nous fait lors des déplacements, il y a toujours une sorte de suspicion envers notre présence. Lors des achats, hein, quelqu'un parmi nous vient de vivre encore une situation en ce sens-là. Moi, je vous jure que la pharmacie près de chez moi, je n'y vais plus. Ça va? Parce que dès que j'y mets le pied, on me fait sentir comme si j'étais une voleuse, comme si... alors, j'ai l'habitude de dire, mais je ne sais pas, à chaque fois que j'entre dans cette pharmacie, la personne qui surveille, le surveillant, tout à coup, il commence à faire les mêmes allées que moi. Ici, je vais et je reviens. Donc, à chaque fois, je sens qu'il y a de la suspicion envers moi. Les discriminations implicites. Donc, tout ça, c'est la partie donc, émergée du racisme. Vous allez me dire, mais ça, c'est facile, non? On en a vécu, non? On en a vécu. Et c'est dur. Hein, quand on pense à George Floyd et toutes les personnes qui sont tombées sous les balles des policiers, etc. Et toute la brutalité policière et les autres manifestations directes, c'est dur. Oui, c'est dur. Par contre, le plus insidieux, je dirais, le plus complexe à débusquer, se trouve dans la partie immergée de l'iceberg. Et donc, on va aller plonger dedans. Ici, la partie émergée de l'iceberg, encore une fois, c'est, on pourrait dire, systémique, ça va? Puisque ça se produit, vous reconnaissez notre cher Piquet Souban, dans les sports, ça va? Ça se produit ici, donc à l'école, ça se produit dans le milieu de la santé, les infirmières
noires, des communautés noires se plaignent de racisme. Elles se sont même mises en association pour lutter contre cela. Pas ici au Québec, mais en Ontario. Il y a surreprésentation des jeunes hommes noirs dans les institutions carcérales. À l'université, je peux vous jurer, ce n'est pas mieux. D'accord? Donc, le racisme institutionnel existe bel et bien. C'est on pourrait dire tout de suite sous l'eau. Alors ici, tu peux l'arranger de nouveau pour moi, s'il te plaît. Le racisme institutionnel, il est inconscient, celui-là. Il peut être conscient, mais il peut être aussi tout à fait inconscient. Le racisme institutionnel réside dans les règles de l'institution, dans la culture de l'institution, dans les modalités qui sont mises sur pied, qui peuvent finalement se trouver à exclure certaines personnes et en majorité les personnes des communautés noires. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'image, santé, les sports, etc. Donc, c'est encore une fois systémique. Par contre, vous savez quoi? Henri me présentait tout à l'heure, il parlait d'éducation et encore d'éducation. Je suis dans le monde de l'éducation, non? J'ai été enseignante, je suis dans la recherche et maintenant je forme les futurs enseignants. Et vous savez quoi? Finalement, l'éducation est le site institutionnel où je trouve que le racisme est le plus flagrant. Pourquoi? Parce que l'institution scolaire, et plus tard, l'institution collégiale, l'institution universitaire, mais l'institution scolaire, nos enfants passent un grand nombre d'années, des premières années de leur vie, dans cette institution. Ils passent un grand nombre d'heures chaque jour dans cette institution. Ils sont d'une certaine manière tributaires du traitement de cette institution à leur endroit. Et ils se trouvent à l'école alors que leur expérience de vie, leur cerveau n'est pas encore prêt pour leur permettre de se défendre contre le racisme. Alors, c'est vrai que nous vivons le racisme également dans nos professions, mais en tant qu'adultes, alors pensez aux enfants. Durant de longues années, plus d'une décennie, à faire face au racisme institutionnel. J'aimerais simplement dire quelque chose qui est totalement évident, c'est qu'aucun bébé n'est né raciste. Si on en trouve un, j'aimerais le rencontrer. C'est pas possible. Les bébés sont nés de manière totalement épanouie et les enfants peuvent apprendre à devenir racistes à travers toutes les conditions sociétales. Donc, l'éducation peut casser ou améliorer. Si on n'a pas une éducation antiraciste, on est vraiment dans le trouble. Et puis, ce qu'on voit dans les études en éducation depuis au moins 50 ans, et il y a beaucoup de données empiriques, c'est qu'on évite souvent avec cette idéologie d'aveuglement aux couleurs et le fait qu'on est juste bien et puis il faut être gentil. Donc, il y a le racisme, des couches de racisme, et souvent c'est des biais inconscients. Je vous donne un exemple, et j'aime nos étudiants, on enseigne à l'université. Quand on enseigne sur le racisme et l'antiracisme pendant plusieurs semaines, parce que la pire chose, c'est de venir faire un atelier où souvent les étudiants qui vont enseigner, je dirais 95% sont étonnés. Quoi? Il y a du racisme dans notre société? D'où vient ça? Donc, ce sont des gens qui n'ont pas trop réfléchi sur l'idée. Et je ne suis pas en train de blasphémer sur des gens. Avec le temps, ils vont dire « Ah oui, c'est ça, je travaille dans un bar et le propriétaire m'a dit « Il ne faut pas laisser entrer les Noirs, ce n'est pas bon pour les autres clients. »« Ah oui, je sais que c'est ce groupe-là. » Et oh, les autochtones. Donc, c'est-à-dire que les gens sont au courant, évidemment, ils le vivent, mais on a une culture,
pas juste ici, toutes les cultures, où on ne peut pas vraiment faire face à ça. C'est comme le sexisme ou d'autres choses, mais je pense que l'éducation, je vais nuancer juste un petit peu. Je ne veux pas avoir un chicane, un problème ici, mais je pense que l'éducation, malgré tout, avec tous ses défauts, représente pour nous la meilleure possibilité au changement social. Si on ne le fait pas dans l'éducation, c'est très difficile plus tard. Donc, c'est tellement important. Et je suis d'accord qu'il y a beaucoup de problèmes, mais il y a beaucoup de bonne foi. Et ce qu'on voit aussi avec les gens en éducation, souvent ils disent « mais ça m'intéresse, mais je n'ai pas le temps ». On n'a pas le temps à cause de bien d'autres choses, mais voilà. Merci Paul. Tu peux ramener, s'il te plaît? Bon, il ne faut pas s'inquiéter, je suis tout à fait d'accord avec Paul, bien sûr, et c'est là le caractère paradoxal de l'éducation. En même temps, nous en avons tellement besoin, tout le monde en a besoin, c'est par l'éducation que tout peut se faire, on pourrait dire. Et paradoxalement, c'est aussi l'éducation qui nous, qui nous écrase aussi. Pourquoi? Il y a un Américain, Hobson, qui a écrit, un États-Unien du début du XXe siècle, qui a écrit tout petit livre qui s'appelle Miss Education. Miss Education. La mala éducation, on pourrait dire, une mauvaise éducation, une éducation qui n'atteint pas son but. Pourquoi? Alors, il disait, donc c'est un Afro-États-Unien, il nous disait que finalement, lorsqu'une éducation nous amène à être aliénés, lorsque l'éducation reçue nous amène à perdre notre pouvoir sur nous-mêmes, lorsque l'éducation nous amène à perdre notre estime de nous-mêmes, lorsque notre éducation nous amène à nous haïr nous-mêmes et à haïr les autres comme nous, est-ce vraiment de l'éducation? Vous voyez? Alors, maintenant, nous allons voir la troisième strate de l'iceberg, ce qu'on a appelé le racisme sociétal culturel. Alors, j'espère que les images ici ne vous choquent pas trop, surtout si vous les voyez pour la première fois. D'accord? Je ne tiens pas à faire de la publicité pour ces revues qui ont fait cela, mais je pense que c'était nécessaire quand même que vous voyez jusqu'où cela peut aller. Et cela, ça ne date pas du 18e, ni du 19e, ni du 20e, ça date d'il y a quelques années. Alors ici, Michelle et Barack Obama sont représentés en singes. De même que Christiane Taubira, dont je parlais tout à l'heure, est représentée en singe. Mais vous savez quoi? Cette représentation a été justifiée comme étant de l'humour. C'est de l'humour, et donc c'est une revue humoristique, et donc à ce moment-là, bon, on représente les Obama en singe, etc. Voyez la représentation, ce n'est pas du tout innocent, ce n'est pas du tout neutre. La neutralité n'existe pas d'ailleurs. Il y a toujours une posture qui fait faire les choses. Autre photo. Nous aimons bien offrir Tintin à nos enfants, ben, pas moi en tout cas, mais des personnes. Mais regardez, qu'est-ce que ce Tintin au Congo et puis les autres Tintins, qu'est-ce que cela instille dans le cerveau de nos enfants? J'ai pris cette image, mais il y en a d'autres. Regardez cette manière de représenter les Noirs. Regardez le Devoir. Le Devoir, il y a une quinzaine d'années, présente un article sur le résultat des tests des étudiants québécois aux tests de PISA. Les tests de PISA, ce sont des tests de français, mathématiques et sciences que les élèves de 15 ans de plusieurs pays de l'OCDE, des pays de l'OCDE subissent chaque année. Eh bien, le Devoir nous dit que le Canada recule au test de PISA, recule au test de PISA. Et regardez quelle image ils mettent associée à ce titre-là. Une jeune femme, comme moi, élève plutôt, noire, au premier plan. Au deuxième plan, une seconde élève, femme, fille, noire. Et tout au fond, un groupe qu'on ne distingue pas très bien,
mais sûrement avec des enfants blancs derrière. Qu'est-ce que le devoir est en train de nous dire? Vous voyez? Donc, cette étude, l'analyse médiatique donc, nous permet aussi de débusquer le racisme du racisme. C'est du racisme sociétal, culturel. Et ici, c'est du racisme culturel parce qu'on joue sur la représentation. Hein? Ce ne sont pas des coups de poing, d'accord? Ce ne sont pas des règles comme tout à l'heure dans l'institutionnel. Ce ne sont pas des coups de poing comme dans le racisme direct, brutal, interpersonnel. Mais c'est du racisme quand même qui joue sur la représentation toujours négative des personnes noires. De défaire les discours anti-racistes en les taxant de racisme. Donc tout cela on pourrait dire, est médiatisé. Ça va, ce sont des discours à la fois politiques, économiques, éducatifs, etc., mais qui sont largement médiatisés et donc qui ont beaucoup plus d'impact encore. Oui, et je voulais juste souligner qu'il y a soit un éléphant ou un groupe d'éléphants dans la pièce, parce que officiellement, le Québec n'a pas de racisme systémique, tandis que ça existe à travers la planète entière. Mais c'est quoi les faits? Les faits, c'est qu'on ne peut pas en parler en éducation. On ne peut pas avoir des politiques, des fonds, la formation. On ne peut pas avoir des programmes autres. Donc, on est en train de se faire évacuer de l'espace de faire de l'antiracisme. La notion de la culture, c'est quoi la culture? Et c'est tellement complexe, mais lors du débat, je dégrège juste un petit peu, lors du débat du projet de loi 21, on pourrait faire plusieurs lectures. On pourrait dire carrément qu'on a ciblé les femmes voilées. On ne voulait pas qu'elles soient là, visibles, qu'elles travaillent. Ça, c'est un narratif. Un autre, c'est que le gouvernement a dit officiellement qu'il y a un consensus majoritaire et c'est ça qu'on veut. Mais les faits, c'est que ça ne semble pas être un consensus majoritaire quand on voit tellement de gens qui sont en train de manifester. Voilà, mais la question de pouvoir dans ce débat sur la culture, c'est central. Pour revenir à la question de la représentation, vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 ans, pas plus, un peu avant la pandémie, le débat houleux qui eut lieu autour de la pièce Slave. Hein, vous vous souvenez de cela? Alors, les gens se sont fait dire bon, qu'ils voulaient faire taire le metteur en scène, que c'était une manière de briser sa liberté d'expression, etc. Vous vous souvenez de ce débat. Or, tout simplement, Slave présentait donc une pièce à propos des afro-descendants, de l'esclavage en plus, etc. Et donc, on trouvait, et c'était légitime, c'était justifié de dire comment se fait-il que nous soyons effacés de la scène culturelle québécoise, même lorsque une pièce parle justement des situations de nos ancêtres, etc. Comment se fait-il qu'on n'ait pas pensé donc à solliciter des comédiennes, des comédiens, des communautés noires? Il y en a. Le fait de dire que non, on ne sait pas, il n'y en a pas, ils n'ont pas étudié dans ces domaines, etc., c'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. Donc, encore une fois, on joue sur des représentations négatives, nous faire passer pour des personnes qui se plaignent, qui se sentent victimes pour tout, et qui plus est, veulent, comment je pourrais dire, casser le droit de parole, la liberté d'expression des artistes d'ici. Le suivant, il s'agit du racisme civilisationnel maintenant. Hein. On descend, on continue à plonger dans le fameux iceberg du racisme. Le racisme civilisationnel, il est plus profond, d'accord? Donc, il est beaucoup plus difficile à débusquer. Ces manifestations sont beaucoup plus difficiles à débusquer. Alors ici, ce que nous avons fait, avant de vous présenter
le schéma, on vous montre, regardez les images d'ici, regardez les images. Vous connaissez le code noir, hein? Le code noir qui a littéralement donné naissance à en France à l'esclavage, la colonisation, tous le traitement qui devait être fait aux Noirs, qui a régi finalement la vie des esclaves, etc. Autre chose ici, cette sculpture se trouve à Orsay, à Paris, au musée Orsay. 4 femmes qui supportent le monde, qui appuient, qui tiennent le monde. Ce sont 4 femmes de phénotypes différents. Elles sont toutes nues. Hein? Les 4 femmes sont nues. Mais quelle ne fut pas ma surprise en allant à Orsay, ce qu'on ne voit pas ici, c'est que les pieds de la femme noire ont une chaîne, sont enchaînés. Comment se fait-il qu'on représente 4 femmes noires comme étant les femmes, celles qui soutiennent la planète, le monde? Elles sont nues, mais la noire a une chaîne au pied, chaîne d'esclave. Sommes-nous venus au monde avec ces chaînes? Non, nous avons été enchaînés. Ce n'est pas la même chose. Et pourquoi est-ce que Carpo, ce sculpteur très fameux du début du XXe siècle, s'est cru obligé de flanquer des chaînes aux pieds de la femme noire nue? C'est comme nous immortaliser, enchaînés. C'est comme ça que je l'ai senti, ce qui m'a mise en colère, bien sûr. Regardez ici, ce tableau se trouve au musée MoMA à New York. Alors, c'est une scène, et on voit que les Noirs ont le faciès simiesque, associé au singe. Ce qu'on ne sait pas ici, les os humains, les humains, les Noirs étaient amenés dans les capitales européennes, un peu comme les animaux que nous allons voir aux zoos, et ça s'appelait les zoos humains. Et donc, les gens, c'était la grande sortie d'aller voir les gens vivre littéralement encerclés dans des grilles, etc. Les zoos humains ont fait fureur. Ça va? Et ici, je vous présente le sieur Joseph Arthur de Gobineau. Eh bien, Gobineau, c'est celui qui a écrit le livre, on pourrait dire, qui a théorisé l'inégalité des races humaines. Eh bien, devinez quoi? Ici, j'ai le livre de Anténor Firmin, écrit en 1885, en réponse à Gobineau. Anténor Firmin, qui fut, je pense, président d'Haïti à un certain moment. Anténor Firmin écrit « De l'égalité des races humaines, anthropologie positive ». Ce livre fut réédité, bon, pas très récemment, mais dans les années 2000-2005, par Mémoire d'Encrier. Donc, vous voyez que ce n'est pas d'aujourd'hui que nous luttons de toutes les manières possibles, d'où ce livre de Anténor Firmin. Vous savez probablement ou sans doute que le Canada, les Autochtones étaient au Canada depuis 10 000, 20 000 ans, mais il y a 400-500 ans, les Noirs étaient là au début avec Samuel de Champlain, Mathieu de Costa aux alentours de 1604, et puis le premier esclave, Olivier le Jeune, aux alentours de 1628 à Montréal, et puis Marie-Angélique qui a été accusée d'avoir brûlé la moitié de la ville de Montréal aux alentours de 1840. La ville de Toronto, aux années 1840, il y avait 1500 Noirs. Donc, l'idée que tu es noir, tu viens de débarquer, et puis d'où vient-tu? Donc, il y a évidemment 4-5 générations des gens d'origine haïtienne à Montréal, mais c'est cette affaire-là civilisationnelle qui essaie de masquer, d'oublier, d'omettre ou de subjuguer davantage. Mais l'affaire à Toronto est très impressionnante. Il y avait beaucoup de communautés de race noire, et quand on parle des gens d'un certain âge, 90 ans,
souvent, ils ne sont pas au courant ou ils ont appris que les gens de race noire n'étaient pas là. Herb Carnegie, si vous aimez le hockey, sûrement, c'était une personne de race noire, je l'ai rencontré à Toronto, il a écrit un livre, né à Toronto aux alentours, je pense, 1920. Son rêve, c'était de jouer le hockey. C'était un des meilleurs joueurs de hockey au Canada. Il a joué, je pense, avec Jean Béliveau à un moment donné, mais il ne pouvait pas être recruté, repêché, il ne pouvait pas jouer. Donc, il y a beaucoup d'histoires comme ça, des milliers d'histoires, et Jackie Robinson à Montréal et d'autres qui ont caractérisé. C'est assez récent, on voit les joueurs de race noire, mais souvent, ils étaient découragés. Le racisme civilisationnel, je le disais tout à l'heure, c'est le plus insidieux, le plus difficile à démasquer. Mais en fait, il vient de très loin, ce racisme civilisationnel. On peut le lier finalement à la colonisation. La colonisation, entreprise de domination, entreprise d'oppression de la planète entière. L'Europe explorait les mers, l'Europe allait sur les terres, donc exploiter. Donc c'est un régime d'exploitation, de domination, d'oppression, etc. Eh bien, il fallait justifier tout cela. Eh bien, dans le racisme civilisationnel, on retrouve finalement cette entreprise faite en collaboration entre les militaires. Il y a bien une sorte de concert entre les militaires, et j'espère que je ne vais pas choquer les gens ici, d'accord? Mais les forces militaires, l'Église, la religion, donc ça va. Donc on arrivait avec les armes, le fusil, on arrivait avec la croix. Les scientifiques ont beaucoup contribué à la colonisation, ça va? Donc mettez ensemble, ça fait un cocktail colonial incroyable, ça va? Les forces politiques, donc le roi, avec les ressources qu'il fallait, la religion, donc qui venait pour apporter la bonne nouvelle et contraindre les gens à changer de religion, et les sciences qui étaient là pour étudier ces peuples bizarres qui habitaient la planète. Et donc l'ethnologie, beaucoup de disciplines que nous étudions encore à l'université, beaucoup de disciplines que nos enfants, la géographie, l'histoire, etc., toutes ces disciplines ont été façonnées, d'accord, dans cette entreprise coloniale qui a donné lieu au racisme civilisationnel. Pour justifier l'entreprise coloniale de domination, d'oppression, d'exploitation, il fallait bien décider que ces personnes-là ne sont pas des humains. Donc, ces personnes-là ont été déshumanisées. Ces personnes étaient déclarées n'ayant pas d'âme, ça va? Et donc, ont été chosifiées, on pourrait dire, déshumanisées, chosifiées pour mieux exploiter, pour mieux dominer. Disqualification. Ça va? Donc, invalidation, les religions ont été invalidées, les savoirs ont été invalidés, les phénotypes, les corps ont été disqualifiés. Et donc, à ce moment-là, on pouvait rendre ces gens-là complètement aliénés, ce qui veut dire étrangers à eux-mêmes, en invalidant tout ce qu'ils possédaient. Et donc, ici, le racisme civilisationnel, on pourrait dire qu'il nourrit tous les autres racismes. Il nourrit les autres racismes. C'est le racisme civilisationnel qui leur donne corps, d'accord? Qui permettent le racisme institutionnel dans les écoles, la santé, les services sociaux, etc. Le racisme sociétal dans les médias, la politique, etc. Et aussi le racisme direct. Alors vous allez me dire, oui, mais Gina, écoute, la colonisation, mais c'est terminé. Mais c'est du passé, ça. De toute façon, nous, en Haïti, on n'est plus colonisé depuis 200 ans, plus que ça. Ça va. Et puis les autres pays, finalement, ils ont pris leur indépendance. La plupart des pays d'Afrique subsaharienne, dans les années 60, et puis d'autres, etc. Ah, voilà. La colonisation peut se terminer. La colonialité, elle, demeure. Elle est rémanente. Cette caractéristique-là subsiste.
survie au processus politique d'indépendance. Donc nous faisons bien face à une rémanence de tout cela à travers ce qu'on appelle, et maintenant il y a de plus en plus d'études qui se font sur ce principe de colonialité dont on doit se défaire justement en abordant des études décoloniales. Alors ici, racisme civilisationnel. Et nous avons pensé que ça ne suffit pas. Pour que cela opère bien, il fallait une autre strate. Et c'est ce qu'on a appelé la strate du racisme potentiel. Potentiel, et là, je suis désolée de vous le dire, mais ça dépend de nous. Le racisme potentiel, c'est le racisme que nous exerçons sur nous-mêmes. C'est ça le racisme potentiel. Ce qui veut dire, je suis là, je sais qu'il peut s'abattre sur moi, et c'est pourquoi il est potentiel. Je peux toujours vivre du racisme en sortant d'ici. Je peux toujours vivre du racisme en allant à l'université. Je peux toujours vivre du racisme, etc., etc. Donc, il est potentiel, je m'y attends tout le temps. Et donc, c'est une charge émotionnelle incroyable. Mais plus que cela, nous avons intériorisé cette dynamique de racisme envers nous-mêmes. Et l'une des manifestations les plus flagrantes, c'est le colorisme, que nous connaissons bien en Haïti, et dans les Caraïbes, et en Amérique latine, et au Brésil, et ailleurs, et partout. Le colorisme. Paul parlait tout à l'heure de la blanchitude. Hein? Donc le colorisme reprend la blanchitude. C'est l'idée que plus près on est du blanc, et meilleur on est. Hein? Plus on est belle, et plus on est intelligent, et plus on est compétent, et plus, etc. Donc ce racisme, nous l'exerçons envers nous-mêmes. Donc intériorisation du racisme par soi-même, colorisme, etc. Et il y a un chercheur qui l'appelle, finalement, nous sommes notre ennemi intime. Nous sommes notre propre ennemi, avec ici. La haine de soi, sous-estime de soi, autosabotage, impuissance acquise, impuissance apprise, le sentiment d'infériorité. Tout cela, nous l'avons intériorisé. Mais je vous taquine. Okay? Je vous taquine. Ce n'est pas parce que nous l'avons voulu. Hein? C'est parce que nous avons subi. Nous subissons ce racisme du berceau au cercueil. Donc, perception négative des femmes noires. Mais perception négative des femmes noires par les hommes noirs également. Hein? À cause de la même question de la blanchitude, etc., qui nous imprègne l'esprit. Non, vous avez raison. Charge mentale, c'est une charge mentale incroyable. Sentiment qu'il faut faire toujours plus, toujours mieux, et encore pour avoir une sorte d'acceptabilité. Difficulté, voire impossibilité de confirmer le ressenti. C'est cela aussi. Lorsque le racisme est potentiel, on sait qu'il est là, on sait qu'il peut s'abattre, et en même temps, on n'a pas de preuve. Alors, vous voyez la situation. Le ressenti est là, mais il n'y a pas de preuve que telle personne s'est comportée de telle manière, surtout si c'est couvert, ça va? Et je n'ai même pas de preuve. Et on me refuse aussi les mots. Le racisme civilisationnel, c'est l'idée aussi que c'est de parler des autres, d'accord? La colonisation a fait que la recherche s'est développée sur les autres dominés, opprimés, colonisés, racialisés, sur les autres, sans les autres, contre les autres et au déprimant des autres. Et donc, nous n'avons pas droit à la parole. Et même lorsque nous épousons des concepts pour pouvoir se libérer enfin, hein, se démuseler, je pourrais dire, on nous dit que nous faisons maintenant à notre tour du racisme. Donc, notre parole est toujours confisquée, même lorsque nous nous taisons. Charge mentale, donc, pour cela. Violence, traumatisme, effet sur la santé physique et physiologique. Il y a des recherches de plus en plus maintenant qui démontrent que le racisme a des impacts. Le racisme a des impacts. On ne vit pas le racisme comme ça, on ne s'en sort pas indemne. Et donc, les manifestations que nous voyons dans nos communautés, mais elles ont une cause. Donc, identité et altérité blessées. Dans la corporéité. Donc, nous sommes blessés dans nos identités, donc des rapports à soi,
dans nos altérités, nos rapports à l'autre et forcément dans nos citoyennetés, puisque être citoyen dépend aussi de nos identités et de nos altérités. C'est un cocktail toxique de blanchitude, d'aveuglement de couleur, et puis le manque de volonté ou mauvaise volonté. Je vous donne un exemple très, très vite, très concret. De 1900, et je parle d'il y a un siècle, je vous ramène, je viens de Toronto, j'ai travaillé au ministère de l'Éducation à Toronto. De 1990 à 1995, il y avait le gouvernement du nouveau Parti démocratique. Il y avait une politique d'antiracisme, des fonds, des programmes, équité en matière d'emploi, toutes sortes de politiques. En 1995, les conservateurs ont gagné le 8 juin. C'est tamponné dans mon esprit. J'ai travaillé dans la direction d'antiracisme, mais aussi une autre direction. Il y avait l'obligation de toutes les commissions scolaires, on les appelle les conseils scolaires en Ontario, de soumettre chaque année un plan d'antiracisme avec des cibles, des mesures, des objectifs pour engager, pour faire des activités. Quand les conservateurs ont gagné, aucune commission scolaire a soumis un rapport. Et personne au ministère s'est posé le moindre de questions. Pourtant, il n'y a pas eu d'annonce qu'on mettait fin à l'antiracisme. Tout le monde savait, c'était dans l'air. Ah, OK, ils ont gagné, ils n'aiment pas. Mais c'est-à-dire qu'on a éviscéré toute une politique, et ça a pris 5 ans, et puis par la suite, on pouvait spéculer, mais les questions des gangs, des problèmes, décrochage dans la communauté, fin des années 80, au début 2000 à Toronto, c'était pas là avant. Il y avait sûrement des problèmes. On voit exactement la même chose à Montréal, mais je pense qu'il faut plusieurs choses, en haut, en bas, mais il y avait beaucoup de complicité, enfin. Les gens n'étaient pas enragés. « Oh, quoi, vous allez enlever ?» C'est les gens qui étaient dans des positions de pouvoir ont accepté facilement, et voilà, on voit la suite des choses. Je crois que c'est à toi. Oui. Alors, je vais la faire. OK. Alors, je parlais tout à l'heure, oui, on va terminer bientôt. Je parlais tout à l'heure donc, de l'impact du racisme. Donc, ne pas croire que le racisme, c'est un phénomène comme ça qui est là et qui n'a pas d'impact, qui ne nous affecte pas. Vous ne connaissez peut-être pas ce terme. C'est un terme qu'on commence à utiliser, l'exposome. Hein? Les humains, nous avons un exposome. Mais qu'est-ce que c'est que l'exposome? C'est tout simplement, si vous prenez l'ensemble des substances chimiques auxquelles nous sommes exposés, okay, à travers l'eau que nous buvons, à travers les aliments que nous mangeons, à travers l'air que nous respirons, etc. D'accord? Alors, tout cela forme un exposome, tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que cela, ce mot-là. Vous êtes d'accord? Okay? Donc, l'ensemble des substances chimiques, mais aussi des substances biologiques, on est en plein dedans, on est dans notre exposome depuis 2 ans. Nous avons la COVID-19, vous comprenez? Oui? Eh bien, je pense que lorsqu'on est une personne noire, quel que soit l'endroit sur la planète, comme le dit l'ONU, dans notre exposome, le racisme est présent. Le racisme est omniprésent. Et lorsqu'il n'est pas, il ne s'abat pas, il est là, potentiel. Hein? Un peu comme une chape de plomb qui pourrait s'abattre à tout moment. Donc, on peut considérer que dans la vie des personnes noires, le racisme, il faut l'étudier autant que les substances toxiques dans l'eau, les substances toxiques dans l'air, les substances toxiques dans les aliments. Le racisme nous intoxique. Et donc, et comme c'est toxique, ben, il y a des effets sur la santé. Et pas seulement la santé physique, la santé psychologique, pas seulement la santé relationnelle. La santé scolaire de nos enfants est affectée par la toxicité du racisme. La santé professionnelle, notre santé professionnelle en tant qu'adulte, on ne se développe pas comme on pourrait le faire en raison du racisme. La santé socio-économique des familles, etc., etc. Et donc, nous avons ici
un modèle présentant ce modèle présentant donc les identités, rapport à soi, altérité, rapport à l'autre, et citoyenneté, rapport à la cité. La cité voulant dire, ce n'est pas seulement la ville, la cité c'est notre organisme ici, la cité c'est la ville, la cité c'est la province, le pays, enfin la cité c'est le monde. Alors comme nous sommes continuellement exposés, comme nous avons ce phénomène toxique en permanence dans notre exposome, eh bien nous nous retrouvons avec des citoyennetés, des identités, altérités et citoyennetés blessées. Et je disais tout à l'heure, ce n'est pas pour faire un clin d'œil à quelqu'un du gouvernement. Le racisme n'est pas seulement systémique, il est aussi systématique. Il est systématique parce qu'il atteint l'être dans tout l'être. Le racisme nous atteint dans notre corps parce qu'il disqualifie nos corps. Il disqualifie nos phénotypes. Nous nous cachons. Nous avons honte de nous-mêmes. Disqualification des corps, donc problème dans la corporéité. Le racisme banalise nos affects, nos besoins, nos émotions, nos sentiments, nos rêves, nos désirs sont banalisés, sont bafoués par le racisme. Et donc le racisme nous atteint, nous affecte dans notre affectivité. Ce n'est pas tout. Le racisme invalide notre pensée, invalide nos savoirs, disqualifie nos compétences, etc. Et ça donne lieu à un autre racisme qu'on appelle le racisme cognitif. Le fait de dire à nos enfants qu'ils ont un QI moins élevé, un QI voulant dire un quotient intellectuel moins élevé que le quotient intellectuel des enfants blancs, c'est du racisme, c'est une agression. Donc, le langage, la pensée, nos savoirs, nos croyances, nos représentations, nos pratiques, nos projets, invalidés. Notre intellectualité, notre pensée est attaquée. Et l'autre partie de notre être, notre spiritualité, lorsqu'on nous présente comme des moins qu'humains, lorsqu'on nous déshumanise, regardez ce qu'on fait aux réfugiés haïtiens. Partout sur leur parcours, durant leur parcours, du Chili au Canada, on les déshumanise, on les traite comme s'ils n'étaient pas des humains. Eh bien, cela affecte notre spiritualité. Spiritualité voulant dire notre sens de la vie, notre sens, notre présence au monde, notre sens de l'existence, notre rapport au monde. Alors, en ce sens-là, que quelqu'un ne vienne pas me dire que le racisme n'est pas systématique, puisque tout l'être dans sa corporéité, son affectivité, son intellectualité et sa spiritualité, tout l'être est atteint. Les bonnes nouvelles, c'est qu'on n'est pas obligé d'être raciste. On peut s'en sortir, on peut avoir des dialogues, on peut se mobiliser. Dans les voyages qu'on a pu faire depuis plusieurs années, on a vu des trucs désagréables partout, mais des trucs très agréables partout aussi. Dans tous les pays, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent. En ce qui concerne les luttes, souvent c'est organisé, moins organisé, mais une chose est certaine, c'est que la solidarité sociale, c'est la seule manière de faire bouger. Les gouvernements ne vont pas automatiquement accéder, dire « OK, on doit collecter des données » et ainsi de suite. On voit que ça existe partout et les expériences des gens, entre guillemets, racialisés sont semblables en Norvège, au Brésil, au Pérou, partout, sauf qu'il y a beaucoup de points saillants des gens. On peut avoir un président de race noire aux États-Unis et en même temps, on peut avoir un nombre disproportionné en prison. Je pense que le capitalisme, le néolibéralisme, les inégalités sociales qui font partie de nos structures socio-économiques et politiques font partie. Voilà, c'est souvent on fait un amalgame entre la liberté d'expression, Charlie Hebdo et d'autres. Mais on aimerait
vous donner un petit peu l'opportunité de commenter, discuter, poser des questions. Je pense que ce que je vois, la question d'avoir des dialogues est centrale en éducation dans la société. Souvent, on n'a pas de dialogue, on n'a peut-être même pas des débats, mais je lis de manière assidue tous les jours le Journal de Montréal, surtout les sections des commentaires. J'ai jamais vu autant de commentaires sur un seul gars Subban, même quand l'article n'a absolument rien à voir. Beaucoup d'intérêt, beaucoup d'intrigues, beaucoup d'insultes. Quand on fait une analyse systématique des commentaires et le réseautage donne tout est réseauté. TVA, Journal de Montréal, médias sociaux, et ça existe, c'est très fort. Et les médias sociaux, ce n'est pas l'ennemi. Ce n'est pas à cause des médias sociaux qu'on a du racisme. On peut le constater, on peut le documenter, on peut le lire, mais en même temps, je pense que les médias sociaux représentent une certaine opportunité pour la mobilisation, la participation citoyenne. On pourrait peut-être partager plus à un autre moment, ou s'il y a des questions de nos projets de recherche. Voilà. Oui, c'est ça que je pense que, en plus de refuser et débousquer, déconstruire, oui, co-construire, j'aimerais mettre le point, souligner la notion que les gens de race blanche ou race autre, où tout le monde doit faire partie de l'équation, c'est pas assez, à mon sens, qu'on met ça sur le dos des gens qui reçoivent la plupart de la charge. Donc, il y a un aspect dialectique, idéologique. Et puis, la question de se mobiliser, c'est difficile en éducation de confronter les directions et les directeurs en éducation, les ministres, quand on sait très bien tout au long, ils ont déjà leur politique. Mais je pense qu'il y a beaucoup de points d'entrée avec des associations, des enseignants et d'autres. Et voilà, la participation citoyenne. Et puis, voilà, il y a beaucoup qu'on peut faire, mais il faudrait revoir, si on voit ce qui se passe à l'école comme 7 points: pédagogie, curriculum, culture institutionnelle, épistémologie, leadership, et puis éducation informelle. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, politique éducative. Ces 7 points-là, ça décrit un petit peu ce qui se passe à l'école. On doit le confronter à tous ces niveaux-là. Oui. On va terminer. Alors ici, vous voyez, on vous donne un devoir à faire. Ça va? Oh, désolé. On vous donne un devoir à faire. En fait, c'est un devoir en 2 parties. Ça va? Alors, on vous dit, face au racisme anti-noir, systémique, parce que dans tous les systèmes de vie, systématique, parce que cela atteint tout l'être, et chronique, parce que c'est en tout temps, rémanent, à tout moment possible. Il faut qu'en urgence, une éducation à la lutte contre le racisme et ses effets. Mais s'il vous plaît, ne pensez pas au mois de février. Cette éducation à la lutte contre le racisme, à la fois individuelle et collective, doit se faire tout au long de la vie, dès le berceau et jusqu'à la tombe. Pourquoi? Parce que le racisme se trouve dans notre exposome du berceau à la tombe. Alors, 2 devoirs. Premier devoir, résister. Devoir de résistance, ce qui veut dire non. Non. Refuser le racisme et ses effets, débusquer ses manifestations, déconstruire ses mécanismes, reconstruire et co-construire ensemble. Co-construire veut dire ensemble, ça ne peut pas se faire seul. Nous avons besoin à la fois des personnes racialisées, mais nous avons besoin aussi de nos alliés avec nous, les personnes non racialisées, les non-noirs, comme Paul. C'est un bon allié, je pense. Nous avons besoin de reconstruire, co-construire des savoirs émancipatoires, des savoirs qui vont nous permettre de nous émanciper du racisme. Mais vous savez quoi? Résister, c'est un devoir, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi de la résilience. Pas dans le sens qu'on dit souvent, les Haïtiens sont résilients, ah oui, bon, finalement, ils font leur petit bonhomme de chemin malgré tout ce qui se passe. C'est pas ça la résilience. C'est pas ça.
La résilience doit nous amener à reprendre du pouvoir sur nous-mêmes. Et donc, rester dans la résignation, ce n'est pas de la résilience. Alors, devoir de résilience, ce qui veut dire oui, oui à la vie. Prendre la parole pour défaire le musellement, pour défaire le silence. Explorer la mémoire, explorer l'histoire, parce que l'histoire n'est jamais passée, elle est toujours agissante, pour défaire les récits que d'autres ont construits à propos de nous, sur nous, contre nous et sans nous. S'engager, participer activement pour briser l'isolement, briser l'impuissance. L'impuissance, vous savez, elle est apprise. Comme disait Paul tout à l'heure, ça ne vient pas au berceau. On ne vient pas au berceau en se sentant impuissant. On l'apprend, notamment à l'école. Se réapproprier son pouvoir sur soi pour défaire l'oppression. Et je trouve qu'une vraie résilience doit nous amener à célébrer la vie. Célébrer la vie de toutes les manières possibles. Nous le faisons, c'est vrai, mais nous devons continuer à le faire tout en résistant. Alors nous avons ces deux devoirs à faire en matière d'éducation à la lutte contre le racisme. En conclusion, vous allez dire, mais qu'ils sont déprimants, Gina et Paul. Oh mon Dieu, parler du racisme comme ça et des problèmes, etc. Il me semble que moi, ma vie va bien, et puis bon. En fait, vous avez raison. Okay? Tout ne va pas très, 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 très mal. Il y a des problèmes, beaucoup de problèmes, notamment chez nos jeunes. Et le BCHM justement poursuit sa mission de protection envers nos jeunes, nos enfants des communautés noires qui sont aux prises avec toutes sortes de difficultés dès leur jeune âge. Donc oui, ça va bien, mais en même temps, il y a beaucoup de problèmes. Mais heureusement, on peut compter sur des gens inspirants, des personnes inspirantes, des femmes et des hommes noirs inspirantes, de tous les âges, et tout particulièrement les jeunes. Les jeunes ont une sorte d'agentivité qui les fait maintenant prendre la parole, justement, qui les fait agir, qui les fait se réapproprier leur pouvoir sur eux-mêmes. Donc ces personnes-là sont engagées explicitement ou aussi implicitement. On n'est pas obligé d'être militant, tout le monde, mais nous pouvons faire quand même de l'éducation à nous-mêmes et à nos enfants et à notre communauté de lutte contre le racisme sur tous les fronts. Alors, je pense aux personnes de tous les secteurs de vie, d'accord ? Tous les secteurs de vie, nous luttons par notre présence même, par notre contribution à la société locale, nationale, internationale, mondiale. Nous faisons de la lutte contre le racisme. Sauf que là, il faut en être conscient, avec les deux devoirs que je vous ai donnés à faire. Vous savez, c'est un truc de maîtresse d'école. Dans les divers secteurs des services. Beaucoup parmi nous sont dans les services. Mais eux aussi, ils contribuent. Eux aussi, ils se manifestent par leur présence, quel que soit le secteur. La santé et services sociaux, je pense qu'on en a beaucoup parlé. Vous voyez comme c'est clé, les services sociaux, compte tenu des difficultés auxquelles font face nos familles. Dans les divers contextes de l'éducation. Mais l'éducation ne se fait pas qu'à l'école. L'éducation se fait ici aussi, au BCHM, dans des organismes communautaires, en contexte formel, non formel, informel, mais aussi dans les écoles. Et donc, il faut que nous, en tant que parents, en tant que grands-parents, nous soyons aussi dans les écoles, les universités, etc. Dans la littérature, mon Dieu, je parlais de Mémoire d'Encrier tout à l'heure. Quel beau travail il fait, Rodney Saint-Éloi. Mais là, je me suis risquée, parce que j'ai nommé un, je ne pourrais pas nommer tout le monde, bien sûr, ça va. Mais dans la littérature, regardez comment nous nous manifestons au monde, comment nous manifestons notre présence au monde, dans la culture, dans les arts, dans les médias de plus en plus. Nos jeunes femmes, nos jeunes hommes maintenant s'approprient les médias, prennent de la place dans les médias, font entendre leur voix. Dans les sports, la même chose, nos filles et nos garçons, elles se font connaître, elles se manifestent même dans des sports où on ne les voyait pas, même dans des sports qui ne leur étaient pas réservés nécessairement. Dans les instances politiques, regardez combien de femmes noires ont été élues cette année, que ce soit au municipal, mais aussi au provincial et aussi au fédéral. Donc, de plus en plus, ça va, nous manifestons notre présence au monde. Nous ne voulons plus rester tapis,
dans un coin avec la chape de plomb du racisme sur nous. Dans les affaires économiques, regardez tout ce qui se passe, les femmes, les jeunes femmes noires, les jeunes hommes noirs qui prennent de l'initiative, qui créent des entreprises. Je pense notamment au SIFN, au Salon international de la femme noire, de Dorothy Rowe, comment est-ce qu'elle a pu, à partir d'une colère qu'elle a eue, mobiliser des femmes autour d'elle et aussi des hommes pour créer un salon international de la femme noire. Et je termine avec 3 points, parce qu'il y en a des tas d'autres, bien sûr. Et donc, tout n'est pas perdu. J'ai l'impression que c'est en marche, hein, c'est en marche, comme c'était en marche avec nos prédécesseurs. Paul Desjans nous a donné un bel exemple, ça va? Et donc, nous marchons dans les traces de Paul Desjans, nous marchons dans les traces de Anténor Firmin, et de toutes celles et ceux qui nous ont précédés. Alors, je vais terminer ici, on vous remercie de nous avoir écoutés si sagement durant cette heure, un peu plus qu'une heure même. Je vais vous laisser avec une philosophie africaine. Je ne sais pas si vous la connaissez. Vous connaissez peut-être le terme, mais vous pensez plutôt que c'est une sorte de software. Et donc, on va se laisser avec, avant la période de questions, notre animateur m'attend. Alors, cette philosophie, Ubuntu. Ubuntu est une philosophie qui nous vient de l'Afrique australe, des peuples bantous de l'Afrique australe. Et cette philosophie a été, on pourrait dire, popularisée. Elle existait déjà, bien sûr. Cette philosophie africaine, elle a été popularisée par Nelson Mandela. À sa libération, on pensait qu'il y aurait quoi? Bain de sang, violence, etc. Non. Mandela, il a dit Ubuntu. Donc nous allons faire avec eux, les colonisateurs, les blancs, qui nous ont mis en esclavage, etc. Mais nous allons faire Ubuntu avec eux. Faire Ubuntu, ça veut dire faire humanité ensemble. Et la phrase clé de Ubuntu, c'est « Je suis parce que tu es. Je suis parce que nous sommes. » Je vous remercie.